Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Notre invité ce soir, Harry Durimel, porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre pétition contre la pollution au chlordécone vient d'être jugée recevable par la Commission des pétitions de l'Union européenne. Est-ce que c'est une première victoire ? Il était temps qu'on ait une victoire, qu'on marque des points. Avec ça, on marque des points puisqu'on est passé à un cran supérieur. On en parlera en tout cas en détail au cours de ce journal, mais tout de suite les titres de notre édition. Des interrogations sur la mise en service du surpresseur de la Sarde, un rendez-vous prévu demain finalement annulé. Sécurité routière, moins d'accidents, moins de victimes sur nos routes en septembre comme au niveau national. La pétition chlordécone validée par l'Europe réveille l'espoir de ceux qui croient en une condamnation de l'État français. Le journal, Aurélie Rose. Et à la Sarde, le fameux surpresseur qui devait résoudre les problèmes d'alimentation en eau du quartier de Capesterre-Belle-Eau tarde à être mis en service. Il devait être inauguré demain. Finalement, son installation a été ajournée. Les habitants du quartier sont de plus en plus sceptiques. Le reportage d'Anne Drivers. 154 jours sans eau. Pour certains, cela dure depuis 5 ans. Tout un quartier situé dans les hauteurs de Capesterre-Belle-Eau, la Sarde, en fait les frais. Tandis que d'autres habitants peuvent s'alimenter en eau grâce aux bornes agricoles du quartier, Bruno Marie est contraint de s'approvisionner tous les 15 jours, stocker l'eau dans 3 citernes et utiliser un surpresseur qui propulse l'eau dans sa maison. La seule chose que nous demandons et nous avons demandé, c'est avoir de l'eau dans nos robinets. Il appartient à l'institution compétente de voir quelle est la solution la plus adaptée pour pouvoir donner de l'eau aux habitants du quartier. Face à la situation, la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre a organisé la mise en place d'un surpresseur permettant de propulser l'eau au niveau du quartier. En fait, déjà pour avoir de l'eau, il faudrait que ce surpresseur soit installé. Donc, est-ce que ce surpresseur sera vraiment installé ? On entend ce qui se fait à Baïf. Donc, ça fait des années que ça perdure. Donc, on n'a pas la certitude qu'on aura de l'eau. Mardi dernier, nous sommes rendus à la CSBT afin de remettre un courrier pour une demande d'audience, d'entretien à la présidente de la CSBT. Et comme elle était présente, donc elle nous a reçus et on nous a fait savoir que demain jeudi 8, une délégation de la CSBT avec le service technique se rendront sur site pour visiter le site où sera implanté le surpresseur. Ça reste à prouver. Donc nous leur avons dit que nous nous invitons et nous serons avec eux sur le site pour nous confirmer la véracité de ce qu'ils nous ont dit, quoi. Dans l'après-midi, le rendez-vous qui avait été fixé pour demain est annulé. Les habitants du quartier comptent bien protester contre ce revirement de situation. Et justement, les habitants du quartier de la Sarde qui ont prévu de se rendre demain matin à 10h à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Parlons environnement avec la pollution au chlordécone qui pourrait bientôt être à l'ordre du jour lors d'une réunion de la Commission des pétitions de l'Union européenne. Une chose possible grâce à une pétition envoyée par Harry Durimel, porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts. La chlordécone, un pesticide qui a été autorisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993, soit 3 ans après son interdiction par la France. Le reportage de Karine Gielman. Il faudrait vraiment les condamner parce qu'ils étaient quand même au courant du produit, de sa néfacité du moins, et qu'il ne fallait pas laisser les agriculteurs faire l'épandage et utiliser les produits, effectivement. Oh, j'ai entendu les plaintes à la télé, mais bon, la population, il faut qu'ils sachent, depuis 1976, moi personnellement, j'évite de manger certains produits. Malgré les plaintes et les alertes, la France n'a jamais été inquiétée juridiquement par son utilisation illégale du chlordécone.
Ce pesticide utilisé en France contre le charançon du bananier a été interdit en 1990. Cette interdiction n'a été effectivement interrompue qu'en 1993 en Guadeloupe et en Martinique. Et les dégâts sanitaires sur la population sont encore très présents, infiltrés dans les sols, notamment dans les bananeraies et en mer. Il y a eu une étude qui a été faite et on trouvait que sur 100 personnes, notamment 100 femmes testées, on trouvait du chlordécone dans 99% des graisses testées. Au cœur de l'affaire chlordécone, un enjeu économique. Nous essayons de faire passer l'information au plus près de la population. Mais à côté de cela, c'est la banane, c'est le monde agricole. Il y a l'enjeu des emplois. Et le premier drapeau rouge dans les pays colonisés, quand on vous parle aux pays en voie de développement, quand on vous parle d'un problème, on vous répond par l'emploi. Donc forcément, même si je sais que mon frère est décédé d'un cancer de la gorge parce qu'il travaillait sur les bananeraies, je dis oui, mais j'ai mon cousin qui travaille aussi dans la banane. Donc je ne peux pas aller scier la branche sous laquelle je suis assis, où mon frère est assis. Voilà le problème quand on parle de nombre. Non, mais toute la population guadeloupéenne est sensible au problème du chlordécone. La pétition déposée au Parlement européen dénonce donc l'empoisonnement volontaire du gouvernement français auprès des Outre-mer. Et avec nous justement en plateau, l'auteur de cette pétition. Rebonsoir Harry Durimel. Alors cela fait 22 ans que l'utilisation du chlordécone a été interdite en Guadeloupe et en Martinique. Pourquoi tout ce temps pour que, on va dire, les choses bougent enfin? Eh bien, il a fallu que des amis de Dunkerque nous alertent pour nous faisant savoir qu'en 2002, une cargaison de patates douces qui avait été expédiée en métropole avait été incinérée dès sur le port lorsqu'on a découvert que ces patates douces contenaient du chlordécone. Et ils nous ont alertés, ils nous ont dit, les gars, ça bouge pas chez vous. Chez nous, quand le chlordécone arrive, on incinère, on ne laisse même pas sortir du port. Et chez vous, on vous dit, vous pouvez en consommer un petit peu tous les jours. Il y a une limite maximum résiduelle que le corps serait censé pouvoir supporter. Donc c'est face à cette injustice, face à cette discrimination flagrante, que nous avons décidé de déposer une plainte. Après des années de militantisme et de mobilisation, nous avons déposé une plainte en 2006 auprès d'un juge d'instruction à Basse-Terre. Puis, n'a pas donné, donc, ça a été un combat puisque nous avons trouvé en face de nous le ministère public qui normalement défend la société, défend les honnêtes gens, et bien qui a tout fait pour nous faire dérailler cette plainte par des incidents de procédure. Il a fallu aller jusqu'à la Cour de cassation pour qu'on reconnaisse que les associations que nous avions mobilisées avaient le droit de porter plainte pour les sujets aussi graves que la contamination de nos sols au chlordécone. Donc depuis près de 9 ans, puisque 2006 c'est bientôt 10 ans, nous nous heurtons à des difficultés de forme et le fond n'est pas abordé. Récemment, j'ai demandé au juge d'instruction du pôle santé du tribunal de grande instance de Paris de mettre en examen M. Soisson et tel autre ministre qui avait autorisé ces dérogations. Ce sont eux justement qui ont introduit, Bien sûr, c'est eux qui en 1990 et en 92 autorisent les importateurs à écouler leur stock. C'est comme si vous avez du poison dans votre réfrigérateur et la servante dit à vos enfants, il faut manger vite parce que maman et papa vont arriver. On leur a dit, vendez vite vos stocks puisqu'on ne vous donnera pas plus d'un an. Et on leur a donné 3 ans pour écouler leur stock. Nous pensons que c'est criminel et c'est pour ça que nous comptions sur la justice française. Mais face à l'inertie qu'on nous oppose depuis près de 9 ans, nous avons décidé d'aller voir plus loin, d'aller en Europe et nous sommes heureux de cette avancée qui est pour nous une fenêtre qui s'ouvre face à l'omerta. Une avancée, mais combien de temps va-t-il falloir pour que ce soit inscrit à l'ordre du jour? Est-ce qu'on vous a donné un délai? Ils ont accusé réception de notre pétition le 24 juin 2014, donc une année après, et notre pétition est jugée recevable. Il faut savoir que beaucoup de pétitions sont déposées au Parlement européen, auprès de la Commission européenne, mais très peu sont considérées comme recevables. C'est donc pour nous une avancée puisqu'on nous annonce déjà que la Commission européenne, qui est l'exécutif, qui était à l'action l'autre jour contre les Grecs, donc tout le monde connaît la puissance de la Commission européenne, et bien cette commission va mener une enquête, va interroger la France. Au besoin, des délégations se rendront sur place. Nous irons leur montrer là où on cache encore du chlordécone, et nous le savons.
Et ils verront aussi qu'en allant sur les marchés, en Guadeloupe, bien sûr, et en allant sur les marchés, ils verront aussi qu'il n'y a aucune traçabilité. Que les marchands, lorsque vous leur demandez, mais ces ignames, vous les avez achetés où? Dans une des 8 communes interdites? Ils vous disent, ou pas vrai, pas du chlordécone. Comme si c'est à l'œil nu qu'on détecte du chlordécone dans les produits. On est vraiment traités comme des sous-citoyens, parce que je n'imagine pas en métropole qu'on puisse acheter des vignes sans savoir d'où ça vient. Merci Harry Durimel d'avoir été sur le plateau. Je rappelle donc que vous êtes le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts et que vous êtes donc l'auteur de cette pétition qui dénonce la pollution au chlordécone, notamment en Guadeloupe. Merci. On va parler maintenant de sécurité puisque les rencontres de la sécurité débuteront demain en Guadeloupe. Les chiffres nationaux de la sécurité routière ont d'ailleurs été dévoilés aujourd'hui. Ils sont en baisse pour le mois de septembre. La tendance est identique dans notre département. On fait le point tout de suite avec Éric Pommier. Au baromètre de l'accidentologie, les chiffres enregistrés pour le mois de septembre sont à la baisse. 235 accidents depuis le 1er janvier jusqu'au 30 septembre 2015, contre 252 à la même période en 2014, et donc 29 morts enregistrés aujourd'hui, contre 46 l'an dernier, soit une évolution de moins 29,7%. En France, même constat, la baisse de la mortalité routière est de 17,4%. Le gouvernement se félicite d'un pareil constat une semaine après l'annonce de nouvelles mesures lors d'un comité interministériel de sécurité routière. Des chiffres espérés car le début de l'année affichait une mortalité routière en augmentation de 1,8%. Selon l'association Laser Antilles-Guyane, il ne faut surtout pas baisser les bras et continuer à pointer du doigt la problématique de la responsabilité des conducteurs. Eh bien, disons que les récentes statistiques ont démontré qu'il y a une diminution du nombre, de la gravité et du coût des accidents. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, à la même époque, mais il y a encore beaucoup à faire puisque nous enregistrons trop d'infractions bêtes et inutiles qui conduisent inévitablement quelquefois aux chocs qui sont graves, mortels. Et donc je crois que nous faut continuer à réagir dans le bon sens. Au 2 octobre, 22 nouvelles mesures avaient été annoncées par le ministre Bernard Cazeneuve. 19 sont déjà en vigueur, comme l'interdiction des kits mains libres ou l'oreillette, voire la baisse du taux d'alcoolémie au volant pour les chauffeurs novices. Et tout récemment a été évoqué par le ministre Manuel Valls, le projet du radar factice. C'est peut-être la solution, mais vous savez qu'il n'y a rien de parfait. Donc il faut essayer, il faut voir. Mais ce que je dis, c'est que souvent, les mesures qui sont prises en métropole ne sont pas toujours applicables aux Antilles-Guyane. Ce qui veut dire que peut-être faut avoir des temps d'adaptation, des fonds de formation, d'information pour essayer de voir quelle est l'efficacité du système. Peut-on juger de l'efficacité des radars? En 2005, plus de 23 000 effractions ont été relevées sur ce radar situé à Chauvel. 5 ans après, sur ce même radar, moins de 7 000 effractions ont été relevées. Et dans notre édition de la mi-journée, Fabrice Douglas, le coordinateur départemental de la sécurité routière, nous donnait quelques pistes pour expliquer cette baisse de la mortalité dans notre département. Voici un extrait de son intervention. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Donc, depuis le début de l'année, l'État a maintenu la répression et la sensibilisation envers les usagers de la route. Nous, au niveau de la coordination de la sécurité routière, donc, nous menons des actions quotidiennement sur le terrain. On a une cinquantaine d'intervenants départementaux de la sécurité routière avec qui on travaille. Donc, nous travaillons avec les établissements scolaires, les entreprises privées, les collectivités territoriales, donc enfin tous les porteurs de projets qui nous sollicitent pour mener des actions de sécurité routière. Donc, nous faisons un travail conséquent sur le terrain. Donc, depuis 6 mois, donc, nous avons réalisé plus d'une 60aine d'actions sur le terrain. Donc, on peut aussi expliquer ces chiffres aussi par la répression, qui est maintenue au niveau par la préfecture, en termes de répression envers les deux roues motorisés, les conducteurs de deux roues qui ne mettent pas le casque, par exemple, les automobilistes. Donc, il y a 2 fouilleurs agréés qui ont été mis en place. Donc maintenant, en cas d'infraction grave, les véhicules peuvent être immobilisés et mis de suite dans les fouillards. Donc, en termes de baisse de mortalité, on peut expliquer cela par la répression. Au chapitre politique, le député de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, a interpellé aujourd'hui la ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Il lui a demandé si le gouvernement allait bientôt inscrire au calendrier du Sénat le projet de loi sur la suppression du mot race dans la législation. Ce texte dont il fut rapporteur avait été adopté par les députés en mai 2013. Christiane Taubira a annoncé que le gouvernement va demander au Sénat d'examiner la proposition de loi. Harry Durimel, une réaction peut-être ?
Non, mais c'est dans le bon sens. Moi, je pense qu'il faudra arriver à un moment où on puisse considérer l'homme pour ce qu'il est et non pas le déterminer par rapport à la couleur de ses yeux. Je pense que ça va dans le bon sens. Pour moi, je suis parti de l'humanité. Allez, direction à présent notre région de la Caraïbe et plus précisément la Jamaïque, ainsi que l'île de la Dominique pour qui la tempête tropicale Erika laisse encore des traces. La Minute Caraïbe est résumée ce soir par Richard Scott Tamar. En visite officielle en Jamaïque, David Cameron, le Premier ministre anglais, a choqué en ne s'excusant pas concernant l'implication de l'Angleterre dans l'esclavage. Il a déclaré que la Jamaïque devait aller de l'avant. Ces propos font polémique dans le pays. Avant cette visite, la première en 14 ans d'un Premier ministre britannique, la présidente de la commission de réparation de la CARICOM, Hilary Beckles, a publié une lettre dans le Jamaica Observer adressée à David Cameron. Elle lui demandait de faire amende honorable, soulignant ses propres liens ancestraux avec la traite. Le CARICOM réclame à l'Angleterre, mais aussi à la Hollande et la France, la somme de 3 milliards d'euros en réparation des préjudices dus à l'esclavage. De passage en Jamaïque afin de participer à la commission des réparations de l'esclavage du CARICOM, Danny Glover, l'acteur et activiste noir américain, a réagi ce matin aux déclarations du Premier ministre anglais, se disant peu impressionné par ce dernier. Selon l'acteur, David Cameron a montré son ignorance sur le sujet en demandant aux Jamaïcains et à l'ensemble des peuples de la Caraïbe de passer à autre chose concernant l'esclavage. La Jamaïque vient d'obtenir 7 millions de dollars de la Banque mondiale afin de mettre en place et de rendre accessibles à tous les données climatiques du pays. Ce plan de collecte des données fait partie d'un vaste plan pour que les pays en voie de développement intègrent les progrès climatiques dans leur développement. Le Salvador connaît un nouveau record macabre. Le nombre d'homicides commis dans le pays a enregistré une hausse vertigineuse de 72% au cours des 9 premiers mois de l'année. Depuis janvier 2015, 523 enfants ont été tués. Le Salvador connaît une lutte de gangs qui oppose différentes fratries, appelées Mara. 80% des homicides découlent de cette guerre entre gangs rivaux. En 2009, un film intitulé Sin Nombre, sans nombre, revenait sur cette violence particulière au Salvador. En Dominique, l'après-coup de la tempête tropicale Erika semble insurmontable. Aujourd'hui, le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré ne plus pouvoir assurer les charges financières du gouvernement. Ce qui plombe les revenus de l'État, c'est le manque d'entrée de taxes, la TVA. Habituellement, le pays gagne entre 4 et 5 millions de dollars US en taxation. Aujourd'hui, ses revenus sont tombés à peine à 1 million de dollars US pour le mois de septembre. Selon le Premier ministre, il faudrait 1,2 milliard de dollars US pour redémarrer le pays. Allez, retour en Guadeloupe avec un sujet qui va sans doute vous mettre l'eau à la bouche. Le lambi peut être pêché depuis le début du mois par les pêcheurs professionnels. Mais est-ce que c'est un produit qui attire toujours les consommateurs? Muriel Barlagne est allée le vérifier, son reportage. À la darse ce matin, le lambi est bien là. On le trouve encore dans son coquillage. Ce revendeur le déloge afin de le mettre en sachet. Des paquets de 2 kilos vendus 40 € en attendant les clients. Ceux-ci ne se bousculent pas. La vente la raide, ni l'ambi mais pas de l'argent. Et pas de la vente. Voilà. Vous n'avez pas caché? Voilà, vous commencez à commander, mais commander comme qui priait, mais vous n'avez pas de l'argent pour acheter l'ambi. Chez les voisins, on a un autre son de cloche. Depuis l'ouverture de la saison il y a une semaine, 200 à 300 kilos de lambi auraient été vendus. Je pense que cette année, ça ira. Ce sera mieux que les années précédentes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais pour l'instant, la saison a bien commencé. Le mollusque est déjà inscrit au menu des restaurants spécialisés dans la cuisine créole. Il n'est pas facile d'en proposer tous les jours, comme le fait ce restaurateur. Il nécessite une mise en place particulière. La première étape est la plus difficile, le nettoyage. Tout n'est pas comestible dans le lambi. Les yeux, la corne, l'ongle ou encore la robe sont à supprimer. Ça peut prendre peut-être 1 à 2 heures de temps, ça dépend de la quantité de lambi à nettoyer. Généralement, c'est quelque chose qui va assez vite si on est bien équipé. Le vinaigre sert à enlever la glu épaisse dont est recouverte la chair. Vient ensuite le temps de la cuisson. 2 heures dans une cocotte minute.
C'est seulement après que le lambi peut être présenté sous différentes formes. Ce midi, on le propose en salade. La tendresse de la chair, le goût iodé, c'est un délice des papilles. Ouais, c'est vraiment un délice des papilles. Les clients qui commandent le plus souvent de lambi, ce sont les Antillais, les locaux. Ils aiment bien ça. Les touristes, un peu, mais pas beaucoup. Les touristes sont toujours après frileux sur le lambi. Bon, il y a ceux qui aiment bien, il y a d'autres qui regardent le prix. En principe, un touriste, ça regarde toujours le prix d'abord avant de commander. Le lambi fait partie des produits de luxe. Ici, le plat coûte 24 €. Les adeptes ne regardent pas à la dépense. Pour cette restauratrice, c'est une affaire qui marche. Voilà, qui donne faim en tout cas. D'ailleurs, bon appétit si vous êtes à table. Avant de se quitter, on fait un point sur vos prévisions météo pour demain matin. Alors, contrairement à cette fin de journée assez pluvieuse, le soleil sera au rendez-vous demain matin pour l'ensemble de la Guadeloupe, excepté pour la Désirade qui aura le droit à quelques coups de tonnerre. Concernant les températures, elles indiqueront entre 26 et 29 degrés au réveil. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur le www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Vous retrouverez ensuite l'émission E égale M6 ainsi que L'amour est dans le pré. Pour ma part, je vous retrouverai demain pour votre édition de la mi-journée à 12h30. Excellente soirée sur Alizé.